Pour moi, la blessure, c'est une réelle opportunité de progresser. Vois ça comme une opportunité. Tu peux revenir encore meilleur pour bosser sur des choses que tu n'as pas le temps de faire en saison. Notre premier cube à tous, c'est notre confiance en nous. Si on rentre sur un terrain et qu'on n'a pas cette confiance de se dire « Ok, aujourd'hui, je fais la différence », c'est toujours compliqué de performer. C'est pas un recruteur non plus, un parent. C'est un soutien, c'est un pilier. C'est qu'il y a des parents qui pensent faire bien, et finalement, il faut se rendre compte qu'on a besoin de spécialistes dans chaque domaine. La préparation physique, la préparation mentale, corréler les deux, c'est excellent, puisque tu te sens bien dans ton corps, tu te sens bien dans ta tête, tu peux que te sentir bien sur un terrain. Le souci à l'heure actuelle, surtout dans le système français dans le foot, c'est qu'on privilégie la performance. Les coachs, ils veulent ce prestige-là d'avoir des victoires, mais derrière, ils forment aucun jeune. Et au final, à 18 ans, il arrête peut-être le foot parce qu'il est dégoûté, il peut pas jouer plus haut. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier podcast sur ma chaîne YouTube, le podcast des footballeurs ambitieux qui cherchent à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et maximiser leur performance sur le terrain. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, j'ai la chance d'avoir Carla avec moi. Carla, qui est une préparatrice mentale, qui a collaboré avec moi justement sur notre académie Perfmaster. Et aujourd'hui, notre objectif, ça va être de parler d'un pilier central au final de la performance, la préparation mentale, qui est ton expertise. Et on va répondre à certaines questions. On va échanger justement sur ça, sur le rôle des parents dans la performance des joueurs, sur comment les joueurs eux-mêmes peuvent mettre en place certaines routines pour se sentir mieux et être jouer plus libérés sur le terrain. Donc, ce que je te propose, Carla, pour démarrer dès maintenant, c'est que tu commences par te présenter, tu nous expliques ce que tu fais, où tu en es, et puis voilà, on commence comme ça. Carrément. Eh bien, écoutez, bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Carla, je suis préparatrice mentale, ça fait maintenant 2 ans. J'ai moi-même fait plus de 12 ans de football, donc je suis passionnée de ce sport depuis toute petite. Malheureusement, j'ai rencontré des blessures qui ont fait que j'ai dû tout arrêter, et puis ensuite me reconvertir dans le monde du travail. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce qui me plaisait. C'est pourquoi je me suis vraiment réorientée dans la préparation mentale. C'est un domaine qui me passionne depuis un bon moment. Donc je m'y suis intéressée, j'ai fait mes formations et puis ensuite je suis là. Maintenant, j'accompagne pas mal de joueurs. J'ai commencé par 1, 2, puis 3. Puis commencé à collaborer avec Hugo, avec qui ça s'est super bien passé. Et puis finalement, aujourd'hui, j'ai monté mon académie dans laquelle on accompagne plus de 25 joueurs aujourd'hui, tout spécialisé vraiment dans le monde du football. Voilà. Très bien, très clair. Justement, est-ce que tu penses que le fait que tu aies eu cette blessure-là, que tu aies eu ce parcours en tant que joueuse, derrière, ça t'a programmé vers la préparation mentale? Tu t'es dit, je vais aider ces joueurs-là qui peuvent vivre comme moi, du coup. Carrément. J'ai rencontré une première étape de ma vie qui a été une blessure au genou classique, la rupture des ligaments croisés, classique, qui a fait que j'ai été opérée une première fois. J'ai fait toute ma rééducation, puis malheureusement, sur mon premier entraînement, j'ai fait la même chose à l'autre genou. Mentalement, ça a été très très compliqué pour moi. Effectivement, c'est là où je me suis dit, ok, le mental, c'est très important. Mais moi-même, je n'étais pas accompagnée sur ce plan-là. Et puis finalement, c'est ce qui a fait que j'ai tout arrêté. Je n'ai pas eu la force de me refaire opérer, refaire tout ce temps-là de rééducation. Et puis finalement, reprendre après presque 2 ans et demi. Donc c'est là où je me suis rendu compte l'importance du mental dans le sport en général et dans la vie d'ailleurs, mais surtout dans le football, quoi. Voilà. Carrément. Et tu as dit un truc important, c'est j'ai pas forcément eu la force de reprendre toute seule, etc. D'où l'importance d'avoir un accompagnement, un staff autour de soi pour te soutenir et t'aider dans cette période qui n'est pas évidente. Exactement, parce que effectivement dans ces moments-là, moi j'étais très soutenue, je le suis toujours par mes parents, par mon frère, mes amis. C'est vrai que j'ai eu cette chance-là pendant toutes mes années de football. Et puis finalement, dans ces moments-là, on se dit, bon, ok, mes parents, ils sont là, mes amis, ils sont là, mais c'est parce que ils m'aiment, etc. Mais finalement, on n'écoute pas les conseils de la même manière que si des personnes sont là pour toi, des professionnels, et qui t'accompagnent dans dans ce parcours, tout simplement, quoi. Exactement, voilà. De toute façon, c'est tout le but. J'ai préparé plein de petites questions. On va pouvoir échanger justement sur ça, sur le rôle des parents, sur l'aspect préparation mentale. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on commence directement par la première, on rentre dans le vif du sujet. Carrément. J'aimerais que tu nous dises, quand tu rencontres un jeune footballeur, tu vois, que ce soit par appel, que ce soit lorsque tu les rencontres dans la vie de tous les jours, etc. Ouais. C'est quoi généralement la principale problématique, tu vois, que tu remarques chez eux de suite? La principale problématique que je remarque, alors honnêtement, c'est toujours ce truc de... je suis au top à l'entraînement, je suis au top avec les copains, mais en match, c'est trop compliqué pour moi et j'arrive pas à gérer. Et finalement, cette problématique-là, elle vient de la confiance en soi. En fait, le mental, pour t'expliquer tout ça, c'est comme si on mettait des cubes les uns sur les autres. Et notre premier cube à tous, c'est notre confiance en nous.
C'est-à-dire comment est-ce que je me vois en tant que joueur, est-ce que je pense avoir les qualités, la capacité d'être sur le terrain et de faire la différence aujourd'hui. Et ça, c'est un travail qui est toujours de longue haleine, c'est toujours compliqué à faire. Et effectivement, si on rentre sur un terrain et qu'on n'a pas cette confiance de se dire « Ok, aujourd'hui, je fais la différence », je crois en mes qualités, forcément, c'est toujours compliqué de performer. Alors, à l'entraînement, avec les copains, ça va parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais quand il y a les coachs, quand il y a les parents, quand il y a la pression qui est là, effectivement, et l'enjeu qui est présent, c'est compliqué. Et c'est là qu'on a cet aspect-là qui est toujours faible, entre guillemets. Et c'est cet aspect-là qu'il faut vraiment réussir à renforcer parce que demain, c'est vrai qu'il y a plusieurs piliers qui sont intéressants et qui sont importants, surtout dans la préparation mentale, notamment la gestion des émotions, du stress, etc. Mais si on rentre sur un terrain qu'on n'a absolument pas confiance en nous, on a beau gérer parfaitement son stress, on n'arrivera pas à performer. Carrément. Puis moi, en échangeant justement pareil avec ces familles-là, avec ces jeunes, je remarque que ça va encore plus loin que ça. Tu te rends compte que du coup, il y a un gros manque de confiance dû tu vois, à leur performance dans le foot, où ils se mettent une grosse pression, ils se mettent vraiment... ils ont des objectifs élevés, et parfois ils se rendent compte qu'ils en sont loin. Donc, ils ont cette pression-là de jouer, ils ont peur de faire l'erreur. Donc, parfois, tout simplement, ils prennent pas de risques sur le terrain, ils n'ont pas envie de jouer pleinement, tu vois, ils veulent pas avoir la balle, ou ils ont le ballon qui leur brûle les pieds. Ça, c'est des mots qu'on a souvent. Et en fait, tu te rends compte que du coup, cette confiance en eux, en fait, elle part aussi dans leur vie perso. Exact. Parce que je dis, il y a un transfert derrière où au foot ça se passe pas bien. Je rentre à la maison, je suis frustré, je vais m'enfermer dans ma chambre, je parle pas à mes parents, etc. Tu rumines tout seul, tu vois, t'es tout seul dans cette situation-là. Et derrière, quand tu vas à l'école ou quand tu es juste avec ta famille, etc., tu as toujours ce truc en tête. Et donc ça te joue en fait sur ton quotidien, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que finalement, la confiance en soi, moi j'en parle beaucoup, et d'ailleurs on en parle beaucoup. Le mental, c'est quelque chose qui est très important dans le football, dans le sport en général, mais finalement on a le même mental que ce soit sur le terrain ou dans la vie de tous les jours. Donc effectivement, ça joue beaucoup, et surtout qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Quand on a la chance d'être accompagné par ses parents et sa famille, quand on a ce soutien-là, on a également cette pression de « je veux les rendre fiers ». Et donc forcément, sur le terrain, il y a toujours ce petit truc de « punaise, si je fais l'erreur, qu'est-ce qu'il va penser papa de moi ?» Et puis finalement, ça, c'est un petit cercle vicieux. Et à partir du moment où on n'a pas confiance en nous à 100%, que du coup, on ne tente pas sur le terrain, on n'ose pas, on se sent bloqué, on ressort toujours frustré, forcément. Et puis on a toujours ce truc dans la tête qui nous tracasse de « je rends pas fier mes parents, tout simplement, je rends pas fier ma famille ». Et puis finalement, on rentre à la maison, dans la voiture, il y a toujours le papa ou la maman qui est là, débrief à chaud, qui est là en train de te dire punaise, pourquoi t'as pas fait ça et pourquoi t'as pas fait ci. Et toi, finalement, tu te frustres directement parce que l'aspect émotionnel prend le dessus. Bien et puis sûr. Tu rentres à la maison, tu t'es pris la tête avec ton papa ou ta maman dans la voiture. Et puis finalement, ça joue carrément sur ta vie de tous les jours. Parce que dans ta chambre, une fois que t'es enfermé et que t'es seul, tu te dis quoi ? Punaise, mais j'arrive pas à performer. J'ai du mal. Et puis finalement... Dans cette chose-là, moi, la seule chose que je répète souvent, c'est quel est le plus gros regret entre tenter 4 fois, 5 fois, avoir fait l'erreur 1 ou 2 fois, ou ne pas tenter par peur de se louper et sortir du terrain et se dire je suis frustré, quoi. Puis tu as beaucoup de joueurs aussi qui s'arrêtent uniquement sur la première erreur. Ouais. Tu vois, à tout moment, ils ont fait un match ultra intéressant, tu vois, 7 sur 10, mais ils ont fait 2-3 erreurs importantes, entre guillemets, ça les a plombés, et derrière, tu les retrouves plus pareil, tu vois. Ouais. Tu as ce truc de... moi, souvent, la question que je pose à mes joueurs, à la fin des entraînements, c'est donne-moi 3 points que tu as réussi, comme on faisait ensemble, 3 points vraiment que tu as réussi, et surtout 1 point que tu devrais améliorer. Comme ça, tu dis pas, qu'est-ce que tu as mal fait, juste 1 point que tu devrais améliorer cette semaine. Et naturellement, d'eux-mêmes, le lendemain, quand la pression est redescendue, les émotions, comme tu l'as dit, eux, ils arrivent plus à avoir ce recul, à se dire, ok, j'ai quand même fait ça. Exact. Et il faut que j'améliore ça cette semaine. Ils ont moins cette pression Moi, ça a été le cas avec mon père. On sortait des matchs, on débriefait à chaud et puis j'étais toujours énervé de moi-même. Donc, du coup, t'es pas du tout objectif. Alors qu'en vrai, juste fais redescendre la pression. Pose-toi, regarde ce que tu as bien fait, ce que tu n'as pas fait. Écris sur une feuille d'après-match, par exemple. Tu vois, ça, c'est intéressant, je trouve. Derrière, tu te rends compte que tu n'as pas fait un si mauvais match, en fait. C'est ça. Toute ta semaine derrière, elle n'est pas si néfaste. Exactement. Ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant. C'est un exercice que je donne souvent d'ailleurs. C'est que quand on finit un entraînement ou un match, généralement, il y a toujours l'aspect émotionnel qui prend le dessus. On est fatigué, on perd en lucidité, on est peut-être frustré de notre match parce que justement, on n'est peut-être pas capable de s'auto-évaluer. Ça, c'est ce qu'on appelle l'estime de soi. Tout à l'heure, j'ai parlé de confiance en soi. Maintenant, j'ai parlé d'estime de soi. C'est comment est-ce que tu te vois en tant que joueur ? Est-ce que tu te vois comme un joueur qui peut faire la différence, comme un joueur qui est solide défensivement, par exemple ? Ou est-ce que tu as cette impression d'être dans ce groupe, mais finalement, de ne pas avoir ta place ? Et puis finalement, tu sors du terrain et
voilà, tu es toujours déçu par tes performances parce que tu as l'impression de ne jamais avoir été à la hauteur, tout simplement. Et puis c'est là où justement c'est plutôt compliqué, quoi. Ouais, carrément. Voilà. Puis tu as dit un truc important, tu vois, tu as parlé aussi de l'entourage, tu disais les parents, il y a aussi le coach qui rentre en jeu à l'intérieur. Tu as souvent des coachs qui sont très... qui crient beaucoup, tu vois, qui sont durs, etc. Et du coup, moi je me rends compte que aussi la confiance ou l'estime de soi, elle est vachement corrélée à ce que les autres pensent d'eux-mêmes, tu vois. Donc ils se comparent beaucoup. Moi j'ai remarqué ça, il y a beaucoup de joueurs qui se comparent aux autres, que ce soit via les réseaux, maintenant on le sait, tu vois. Les jeunes, ils sont beaucoup dessus. Tu vois des joueurs qui ont 16 ans maintenant qui jouent en Ligue des Champions. Il y a de la comparaison entre eux, il y a des critiques, il y a tout ça. Et du coup, ça joue sur cet aspect confiance. Et en fait, on remarque que l'entourage, tu vois, c'est vraiment une des priorités à mettre en compte. Comme ça, le joueur est dans un cocon, entre guillemets. Il se sent entouré. Et puis ensuite, il peut se concentrer uniquement sur ce que lui contrôle. Parce que si tu as des infos partout, si derrière, ton entourage, il est néfaste, tu n'as même pas le focus nécessaire pour te concentrer sur toi. Et tu dois tout prendre en compte. Et derrière, c'est très, très compliqué d'avancer mentalement. C'est exactement ça. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je le schématise souvent comme une carrière, c'est un petit peu comme un escalier, tu vois. Et comme je dis à mes joueurs, c'est ce qu'il y a tout en haut de l'escalier, c'est ton objectif ultime. C'est d'être footballeur professionnel. Par contre, il faut que tu sois prêt aujourd'hui à affronter toutes les marches que tu vas devoir monter. Ça va être des étapes, ça va être des erreurs, ça va être des épreuves à affronter. Par contre, il faut savoir que sur cet escalier, tu es tout seul. Et les personnes qu'il y a autour de toi, chacun a son vécu, chacun a son passé. Aujourd'hui, on voit des footballeurs comme Lamine Yamal qui joue en Ligue des Champions, qui performe énormément, qui est vachement jeune. Mais on ne peut pas se comparer à Lamine Yamal. Lamine Yamal, il a peut-être un talent très particulier. Il a également une formation, il est formé à la Masia depuis tout petit. Tu ne peux pas te comparer à des personnes qui ne sont pas toi, tout simplement. Et si tu veux pouvoir performer et atteindre le plus haut niveau possible, tu dois être capable... Comme on le disait tout à l'heure, finalement, c'est tu sors d'un match, tu prends du recul, tu n'agis pas sur l'émotionnel. Tu te demandes quelles sont les choses que j'ai bien faites, quelles sont les choses sur lesquelles je dois progresser, parce que ce n'est pas des choses que tu as mal faites, c'est des axes de progression. Et ça, il faut être capable de prendre du recul, de se remettre en question, d'être posé, et finalement de comprendre que, ok, est-ce que j'ai été meilleur que moi d'il y a 2 semaines ? Est-ce que j'ai été meilleur que moi d'il y a 1 mois en arrière ? Quels sont les points sur lesquels j'ai déjà progressé ? Plutôt se comparer à soi-même qu'à d'autres personnes. Exactement. Ouais. C'est horrible. Parce que tu n'as pas le même vécu, tu ne sais pas ce qui s'est passé avant, tu ne sais pas l'entourage qu'ils ont. C'est horrible. Finalement, si demain un joueur il se compare à Lamine Yamal, la seule chose qu'il peut se dire c'est punaise, mais je suis loin de lui. Alors que finalement, est-ce que par rapport à toi d'il y a 1 mois en arrière, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai peut-être gagné en explosivité grâce à un préparateur physique. Sur l'aspect mental, j'ai une résilience qui est 2 fois plus forte. Voilà, essaye de te comparer à toi. Et là, punaise, ok, je progresse, je suis content de moi. Et là, boost de motivation et finalement, j'ai envie de continuer. Carrément. Alors que tu te compares à des personnes qui sont incomparables, forcément, ça... Ouais, bien sûr. Puis, il faut voir la progression, tu vois, comme un truc... c'est pas tout le temps linéaire. Tu peux pas progresser tout le temps. Du moins, à chaque fois, tu as des phases où il faut apprendre à prendre du recul, comme tu l'as dit, etc. Et du coup, l'exercice que je trouve intéressant, c'est, tu vois, lorsque nous, quand il y a un joueur qui rentre dans l'académie, on fait toujours un plan de carrière. Donc, en gros, dès le début, on se pose tous les deux, on voit ses objectifs long terme. Il dit, ok, moi, Hugo, par exemple, je veux signer en National 3. Là, c'est un joueur de 18 terrains, son but, c'est de jouer en National 3. Ok, comment on va arriver à ça ? Du coup, on va découper, parce que si tu gardes que cet objectif-là qui est lointain, ça reste un rêve, et tu sais pas clairement le plan à utiliser pour y arriver. Donc on découpe, tu vois, court terme, de 0 à 6 mois par exemple, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on doit atteindre. Ces objectifs court terme, ils vont nous permettre d'aller chercher du moyen terme, donc sur toute une saison. Et à la fin, sur d'ici 2 ans, 3 ans, où est-ce qu'on va, comment on fait ? Si tu n'as pas des étapes précises, si tu n'as pas des choses à cocher, tu vois, des checkpoints en fait, c'est compliqué pour toi de te dire j'avance. C'est exactement ça. T'as pas ce recul. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est intéressant ce que tu dis sur l'aspect mental, en tout cas. Notre cerveau, je pense que c'est une chose finalement que tout le monde sait, mais on n'a peut-être pas pris conscience, déteste le flou. C'est-à-dire qu'on adore avoir une ligne de conduite. Donc fixer des objectifs dès le début, c'est très important. C'est comme si... demain, par exemple, tu te lèves, tu as une journée où tu n'as rien de prévu, on est dimanche, tu mets pas de réveil, tu sais pas ce que tu veux faire. La journée, elle est gâchée. La journée, elle est gâchée. Tu te lèves à 11h, tu n'as rien prévu, tu manges peut-être à 14h, finalement, c'est 20h et tu te rends compte que mince, j'ai rien fait. Notre cerveau, c'est un petit peu comme un GPS, finalement. C'est-à-dire que ton objectif, c'est d'aller jouer en N3. Ok, mets ce point de GPS dans ton cerveau et prends conscience des étapes que tu as à passer pour pouvoir arriver jusque-là. Parce que sinon, je parlais des escaliers tout à l'heure, si on se met derrière les escaliers finalement qu'on regarde tout en haut, c'est vachement haut. Peur, L'objectif, il est très loin. Et notre cerveau, il se met direct en mode oulala, ça va être compliqué.
Alors qu'effectivement, quand on se fixe des étapes comme ça, ok, dans un mois, j'aimerais bien avoir été décisif 2 fois. Ok, dans 3 mois, j'aimerais bien avoir repris confiance en moi, j'aimerais bien avoir gagné en explosivité. C'est vraiment des petits aspects. Finalement, va chercher tes axes de progression et l'endroit où est-ce que tu vas arriver, ce sera uniquement la conséquence de ton travail. Et ça, c'est important et c'est justement pour ça qu'il est vraiment important d'être accompagné par des experts dans tous les domaines. Donc la prépa mentale, la nutrition, comme toi tu fais, la préparation physique, vraiment être suivi par des professionnels de chaque domaine pour pouvoir progresser sur les piliers les plus importants du football finalement. C'est ça, et puis aussi surtout te décharger mentalement, parce que je pense que tu l'as remarqué, il y a beaucoup de joueurs qui font tout à côté, tu vois, d'eux-mêmes, donc ils gèrent leur nutrition, ils gèrent leur entraînement en regardant des vidéos YouTube ou en utilisant ChatGPT. Sur la préparation mentale, j'en ai beaucoup qui me disent oui, je fais un peu de visualisation, mais ils ont entendu parler de ce terme-là, tu vois, sans réellement creuser la chose, sans comprendre les méthodes. Donc du coup, c'est vrai que ça permet aux joueurs de se concentrer uniquement sur lui, sur sa performance dans le foot, parce que avec chaque expert, on t'apporte un cadre, comme tu l'as dit, tu vois, un cadre précis dans chaque domaine, que ce soit en prépa mentale comme toi tu fais, que ce soit en préparation physique avec un programme par rapport à toi, pas sur ce que tu peux trouver sur YouTube, tu vois. L'objectif, c'est vraiment d'individualiser, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des vrais résultats et que les psys ne perdent pas plus de temps à vouloir gérer ça tout seul. Et la transition, elle est toute trouvée. Et je voulais qu'on parle justement du rôle des parents là-dedans, tu vois. Parce que les parents aussi, moi, je me retrouve beaucoup face à des parents qui souhaitent tout contrôler. Ils veulent tout contrôler, ils veulent gérer l'aspect physique, ils les entraînent déjà, ils leur font des retours tactiquement, ils leur font des retours sur le mental aussi. Ouais, mon fils, il n'a pas de mental, même si je lui dis ci, je lui dis ça. En fait, c'est compliqué pour un jeune joueur d'entendre ça de ses parents. Et puis surtout, un parent, c'est pas forcément un expert, c'est pas un recruteur non plus, un parent. C'est un soutien, c'est un pilier. C'est quelqu'un sur lequel nous, en tant qu'experts justement de notre domaine, on doit collaborer. On est ensemble, c'est pas dissocié. Et ça, c'est un truc qu'il faut absolument faire comprendre, parce que j'en vois beaucoup trop de jeunes joueurs qui ont envie d'arrêter, qui gâchent leur potentiel parce qu'ils sont pas du tout assez cadrés, tout simplement, et correctement, tu vois. Exactement. C'est qu'il y a des parents qui pensent faire bien, c'est normal, on veut tous, tous les parents veulent le bien-être de leurs enfants, mais finalement il faut se rendre compte qu'on a besoin de spécialistes dans chaque domaine. C'est tout bête, mais quand on parle de la santé, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Admettons que demain, le papa a son fils qui a mal au pied, forcément il va l'amener chez un spécialiste du pied, parce qu'il sait que c'est un aspect qui vraiment ne contrôle pas pour le coup. Mais il faut se rendre compte que la santé mentale, elle est tout aussi importante. C'est-à-dire que les parents, ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous pousser, ils sont là pour nous aimer, pour nous apporter du soutien. Mais il faut se rendre compte aussi de l'estime qu'on a envers nos parents et qu'à chaque fois que notre parent va nous faire un retour, une critique, on va dire, qui peut être constructive, l'enfant, il le prend toujours comme quelque chose de mauvais. C'est-à-dire, j'arriverai jamais à rendre fiers mes parents. Il faut se rendre compte que l'enfant, il a besoin de cette reconnaissance de la part de ses parents et qu'il a besoin de se sentir... d'avoir cette fierté, de ressentir cette fierté de la part de ses parents. Et en fait, à chaque fois que, oui, papa, il est là dans la voiture, il connaît le football, il va apporter des conseils, mais la seule chose qu'on entend, nous, en sortant de notre match, peut-être déjà on est frustré de notre match, mais c'est punaise, mais quand est-ce que je vais réussir à rendre fier papa, quoi. Et il faut comprendre que si tu veux que ton enfant, il progresse sur l'aspect physique ou l'aspect mental ou les deux, et bien alors il faut faire appel à des spécialistes de cette partie-là qui vont te permettre de donner des conseils. Parce qu'en dehors de ça, on a aussi le truc de on est enfant, ton papa ou ta maman ils te donnent des conseils sur l'aspect sportif, mais non, papa il est là pour m'aider dans ma vie, pour m'aiguiller, mais il est pas là pour m'apporter des conseils dans le football, quoi. Donc l'écoute est complètement différente. Carrément, puis surtout, comme tu l'as dit, quand tu es jeune et que tu sors d'un match, tu es plein de frustration, tu n'as pas forcément envie qu'on reparle de ça de suite. C'est clair. Ce qu'il faut se dire aussi également, comment je pourrais imaginer ça, quand tu es un jeune joueur, c'est très compliqué derrière d'avoir un échange plus profond avec quelqu'un de ta famille. Tu vois, tu as ce truc où peut-être que je vais être jugé, peut-être que... Du coup, moi je le remarque souvent, les jeunes ils me disent voilà, ça fait plaisir de discuter avec par exemple toi ou quelqu'un d'autre, parce qu'en fait tu es une personne neutre. Exact. Et du coup j'arrive plus à m'exprimer que si je dois en parler à mon père ou à ma mère, où directement il y a des retours, il y a oui mais tu fais pas ci ou tu fais pas ça. Parce que les parents sont pleins de volonté de base, ça c'est sûr, ils veulent aider leur enfant. Mais du coup c'est pas forcément la bonne méthode à mettre en place, c'est ça. De directement être sur lui faire des retours, des analyses, parce qu'en fait l'enfant il a pas besoin de ça. Il veut juste savoir que vous êtes là, derrière lui, que vous le soutenez. Et au final, c'est là où il pourra le plus s'exprimer, être libre et derrière rayonner, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Et du coup, la transition, elle est toute trouvée.
Selon toi, quel est l'impact de la parole d'un parent sur la performance de son enfant derrière? Quel est l'impact? C'est une question qui est très intéressante. C'est que ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est que l'enfant, pour qu'il puisse grandir, se développer et grandir dans un environnement, on va dire, sain et se sentir bien, il a besoin de se sentir fier de ce qu'il fait. Et l'œil des parents, la parole des parents, et d'ailleurs de la famille en général, mais les parents, c'est plutôt différent, est très important. C'est-à-dire que si vous voulez que votre enfant il s'épanouisse sur le terrain, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il a besoin de ressentir cette fierté dans vos yeux. Il n'a pas besoin, à chaque fois qu'il regarde sur le banc, de voir son papa ou sa maman avec des yeux de « mais qu'est-ce que tu fais là ?» C'est pas un coach, en fait. C'est pas un coach, exactement. Finalement, vous êtes parent, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est encourager votre enfant. Et puis si finalement vous trouvez qu'il a de grosses lacunes sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan nutritionnel, eh bien, contactez des personnes qui sont là pour ça, qui vont intervenir sans venir peut-être contraster votre relation. En fait, c'est ça. Ouais. Je pense que tu as beaucoup de parents qui ont peur qu'on prenne cette partie-là, on prenne entre guillemets le lead en fait, et ils ont peur de déléguer la chose. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'on peut dissocier les deux et que justement nous on est là pour collaborer. On a besoin de leur avis, on a besoin de leur retour et nous on apporte notre expertise et du coup l'enfant au final il a le meilleur des deux mondes. Il a le soutien des deux côtés, il a un retour, il arrive à s'exprimer à des personnes neutres et il a quand même ses parents qui sont là derrière lui, qui le soutiennent et qui lui font confiance. Exact. Et cette relation-là, le triptyque entre l'enfant, nous et les parents, elle est ultra importante. Et plus elle est saine, plus chacun des pôles se fait confiance. Ouais. Et derrière, plus tu as de résultats et plus l'enfant derrière il performe, il est épanoui, il est heureux. Et il y a plus de frustration en rentrant à la maison qui est compliquée à gérer, tu vois. C'est ça. Carrément. Et justement, tu vois, par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y ait plusieurs thématiques, en fait, tu vois, prépa physique, mentale, nutrition, tout ça, comment tu vois le lien entre les deux? Comment tu fais le lien entre la préparation physique et la préparation mentale? Tu vois, comment toi, tu arrives à corréler les deux en fait? Ouais, alors effectivement, c'est vrai que la préparation physique, la préparation mentale, déjà, il faut savoir que la préparation physique, quand on en parle dans le monde du football, ça parle à tout le monde. Parce qu'on se dit que finalement, pour être performant sur un terrain, physiquement, on doit être affûté. Mais la préparation mentale, c'est encore un petit peu tabou, alors que ça porte bien son nom, c'est également un entraînement. Il faut prendre le cerveau comme un muscle. Plus tu vas bosser ton mental, plus tu vas te sentir bien. Corréler les deux, c'est excellent, puisque tu te sens bien dans ton corps, tu te sens bien dans ta tête, exactement. Tu peux que te sentir bien sur un terrain. Mais demain, tu travailles ton physique, tu comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à éliminer un contre un ton défenseur, tu vois, t'es numéro 9, tu n'arrives pas à marquer parce que tu n'arrives pas à éliminer ce défenseur. Alors tu vas travailler ton explosivité, tu vas travailler ta vitesse de pointe, tu vas travailler ta technique. Mais tu te rends compte finalement que ça, tu le travailles depuis 2, 3, 4 ans et que tu n'arrives toujours pas. Parce que finalement, la chose qu'il faut que tu travailles là, c'est ton mental et ta confiance en toi. Ta capacité à te dire, ok, je vais y arriver, je vais le passer et j'ai confiance en ce que je vais faire. Donc corréler les deux, c'est excellent puisque tu travailles ton physique, tu te sens bien dans ton corps. Sur le plan mental, à partir du moment où tu te sens bien déjà dans ton corps, nous, on va faire en sorte que tu te sentes bien dans ta tête, tout simplement. Clairement, tu l'as très bien dit, le but, c'est surtout pas de dissocier chacune partie parce qu'au final, si tu progresses dans l'une, ça va tirer l'autre vers le haut aussi également. Je te donne un exemple. Moi, je travaillais en club professionnel à Grenoble, tu sais, et j'avais des joueurs, ils avaient besoin, en séance veille de match, de se sentir confiants. Ouais. Et nous, à ce moment-là, on n'avait pas de préparateur mental, donc c'était à moi de trouver des méthodes pour qu'ils se sentent confiants et que derrière le week-end, ça marche. Donc, ce qu'on faisait, c'est, on avait une dernière petite séance de muscu à mettre en place, et je leur faisais faire que des muscles qui les rendent confiants. Donc, ils faisaient les pecs, ils faisaient les biceps, ils sortaient de la salle, ils étaient comme ça. Et le lendemain du match, ils étaient ultra bien parce qu'ils avaient confiance en eux, ils savaient qu'ils se voyaient progresser, ils se sentaient bien dans leur corps. Donc tu vois, je pense que les deux sont réellement corrélés, c'est important d'avoir des deux. Comme si tu bosses sur ton mental, naturellement tu vas rentrer, tu vas mieux relâcher, donc tu récupères mieux, donc derrière tu t'entraînes plus, donc derrière tu performes plus. Donc vraiment, chaque pôle a sa spécificité. Je pense qu'il ne faut pas dissocier soit l'un soit l'autre et il ne faut pas vouloir peut-être... uniquement faire une seule chose ou uniquement se focus que sur le physique ou uniquement se focus que sur la nutrition ou sur le mental. Le but, c'est de se dire, ok, je me fais accompagner sur cette partie-là. Derrière, je progresse sur ça et je sais que ça me tire de partout. Effectivement. Voilà, l'idée, c'est ça. Il faut arriver à comprendre que la performance, c'est quelque chose de global. Il y a plein de facteurs. Il y a même l'environnement. Il y a juste le climat. Tu vas jouer sur un terrain compliqué. Derrière, ça peut jouer sur tout ça. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte que si toi, déjà, t'optimises de ton côté, tu maximises tes chances de réussir, tout simplement. Exactement. Carrément. Très bien. Prochaine question.
on parlait des clubs justement tout à l'heure. Est-ce que tu penses que les clubs, je te donnerai mon avis après, font bien leur job sur cet aspect mental? Tu vois, comment tu arrives à voir la chose, sachant que c'est quelque chose de tout nouveau et que ça débarque récemment, quoi. Effectivement, l'aspect mental, c'est encore un petit peu tabou, je dirais, dans le monde du football, parce que ça commence vachement à se démocratiser avec tous les footballeurs qui font leurs interviews et qui en parlent, et c'est vachement important. Aujourd'hui, moi, j'ai un avis qui est plutôt mitigé sur ça, c'est que il y a beaucoup de centres de formation. Enfin, moi, j'accompagne en tout cas pas mal de joueurs qui sont en centre de formation de clubs pro, et à qui on ne leur a jamais parlé du mental. C'est-à-dire qu'il y a certains clubs comme Monaco, par exemple, qui viennent tout juste là d'intégrer 2 préparatrices mentales. Donc, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. D'un autre côté, l'aspect mental, c'est quelque chose qui se travaille vraiment individuellement. C'est-à-dire que chacun a son passé, a son vécu, chacun a son caractère, chacun réagit de telle ou telle façon. Et un accompagnement mental, ça doit être adapté à toi et uniquement à toi. Pas un collectif. Non, ça ne doit pas être collectif, puisque demain, on fait une séance collective sur, admettons, la frustration. Va peut-être avoir un joueur qui gère parfaitement ça, l'autre qui ne le gère absolument pas. Alors oui, ça va peut-être toucher un joueur, mais l'autre, ça ne le touchera absolument pas, puisque ça ne lui correspond Exactement. pas. Et là, je rebondis sur un truc que tu as dit qui est important. Au final, tu vois, les coachings groupés qu'on peut faire en live, comme je vois beaucoup, il y a beaucoup de coachings groupés où on prend énormément de joueurs et on fait des lives en distanciel sur une thématique. On se rend compte que ça ne fonctionne pas. Parce que tu as des joueurs qui se cachent, qui n'osent pas en parler. Et malheureusement, on le voit de partout. On le voit vraiment de partout. On va se dire, on met un maximum de joueurs, on va travailler une thématique, ça va permettre de faire bosser tout le monde. Mais dans l'eau, il y en a peut-être un seul qui va pouvoir écouter et travailler réellement. Mais le reste, ils n'oseront pas s'exprimer. Déjà qu'ils ont un manque de confiance en eux, ils n'oseront pas parler, dire ce qu'ils ressentent. Exact. Et c'est très dur d'aller profondément lorsque tu as 20 personnes que tu ne connais pas autour de toi. Exact, ouais. D'où l'importance de toujours individualiser, sentir que on fait ça pour moi, que par rapport à mes besoins, par rapport à mon passé. Et tu vois, pour revenir sur ce que tu disais par rapport au club, et en fait, le club, déjà, ils ont 20 joueurs à gérer. Exact. Ouais. Ils doivent gérer la partie terrain, ils doivent gérer l'organisation, ils doivent gérer la partie les entraînements, médicale. partie médicale, tout ça. Donc, à aucun moment, ils arrivent réellement à individualiser le tout. Ouais. Moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. Tu peux pas tout individualiser, tu fais des groupes de profils à peu près similaires. Et du coup, tu n'as pas le réel impact que tu pourrais avoir en ayant un accompagnement sur mesure pour toi. C'est ça. C'est ça. C'est ça, mais c'est surtout que, en tout cas pour parler de l'aspect mental, aujourd'hui on est encore un petit peu à l'ancienne, puisque tous les directeurs de centre, les coachs, etc., c'est un petit peu l'ancienne génération. Exactement. Et aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. La dernière fois, j'ai vu une interview de Thierry Henry qui disait « Moi, toute ma carrière, on m'a dit que pleurer, c'était pour les faibles. » Et puis finalement, la première chose qu'il a faite quand il a arrêté justement le foot, et qu'à chaque fois qu'il se sentait pas bien, c'était se mettre dans sa chambre et c'était pleurer. Ok. Voilà, donc c'est hyper important aussi de se rendre compte de l'importance de chaque pilier, et notamment sur l'aspect mental qui est encore mis de côté, mais qui est très très important. D'ailleurs, il faut savoir que 70% des performances dépendent de notre mental. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Tu te rends compte qu'au final, si tu progresses pas sur ça, tu as des chaînes autour de toi, tu es complètement bloqué. C'est ça. Et au final, tu peux pas réellement jouer libéré et performer par la suite. Ouais, exactement. Vraiment l'importance de bosser sur ça. Carrément. La transition est toute trouvée. Comment un joueur, selon ton avis, là justement on va pouvoir en discuter parce qu'on a nos 2 expertises différentes. Ouais. Tu vois un joueur qui est blessé, mentalement c'est dur, physiquement ça l'est aussi, tu peux pas travailler. Comment, selon toi, devrait-il réagir sur l'aspect prépa mental? Et moi je donnerai mon avis sur le prépa physique derrière. Tu vois. Ok, c'est intéressant parce que d'ailleurs sur 2 ou 3 joueurs que j'accompagne, ils vivent cette blessure-là depuis quelques jours, et du coup je travaille sur cet aspect-là. La blessure, faut se dire que c'est pas un frein dans notre carrière, c'est une étape. Forcément, tu veux devenir footballeur professionnel, quel est ton outil de travail numéro 1? C'est ton corps. Et forcément, il y a des moments où tu vas avoir mal à tel ou tel endroit parce que tu as besoin de récupérer. Alors effectivement, quand on se blesse, il faut savoir déjà premièrement s'écouter. Si j'ai 30 jours d'arrêt, j'ai 30 jours d'arrêt. Par contre, je fais mes 30 jours, vraiment, je prends soin de moi, je prends du recul et je me dis, ok, j'ai 30 jours finalement pour me reposer, pour récupérer. Peut-être que j'ai mal aux pieds, mais je vais faire une grosse récup de mes muscles en général. Et puis finalement, quel va être mon avantage, c'est que dans un mois, je vais revenir et par rapport aux autres, je me serai reposée pendant un mois. Par contre, sur le plan mental, je vais bosser. Comment est-ce que je veux revenir? Quels sont mes objectifs? Quelles sont mes intentions? Peut-être que tu as mal aux pieds, mais tu vas continuer de faire du gainage, tu vas continuer à travailler, déjà mentalement pour se sentir bien, parce que tu te dis, ok, physiquement, je ne m'arrête pas. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi sur le plan mental, c'est que, par exemple, on parlait tout à l'heure de visualisation, on a cet outil-là qui est vachement puissant, c'est que tu es bloqué, physiquement, tu ne peux plus t'entraîner. La visualisation, c'est un outil qui est ultra puissant, c'est-à-dire que
tu t'entraînes mentalement en faisant croire à ton cerveau que tu t'entraînes physiquement. Savoir que notre cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine intensément et ce qu'on fait réellement. Donc, il y a des outils qui permettent également de travailler sans s'épuiser physiquement. Mais il faut réussir déjà à en avoir conscience et être accompagné évidemment par les bonnes personnes pour pouvoir bien l'utiliser, pas en regardant des TikTok ou des vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux. Surtout, c'est clair. Mais voilà, comme pour en revenir au sujet principal, c'est que la blessure, c'est vraiment une étape de ta carrière, c'est pas un frein. Et sers-toi-en pour revenir plus fort. Pas pour rester dans ta chambre et te dire j'en ai marre d'être blessé, râler. Et puis c'est la pire chose de ruminer comme ça. Ruminer, exact. Pour moi, la blessure, c'est une réelle opportunité de progresser. Ouais. C'est la blessure, il ne faut pas voir ça comme un truc négatif, c'est que ça peut te permettre de revenir vraiment meilleur. Ouais. Parce qu'en fait, lorsque tu es dans le rush, que tu es dans la saison, t'enchaînes, tu es focus que sur l'entraînement. Tu vas en club, etc. Tu es focus que sur ça. Mais derrière, tu délaisses ton mental, tu délaisses aussi parfois ton hygiène de vie, tu manges pas correctement. Ouais. Tu délaisses cet aspect tactique que tu pourrais bosser en amont. Donc en fait, vois ça comme une opportunité. Tu peux revenir encore meilleur pour bosser sur des choses que tu n'as pas le temps de faire en saison. Je te donne un exemple. J'ai eu un joueur récemment qui a eu une grosse entorse à la cheville. Une grosse problématique sur ça, c'est une récidive, c'est compliqué à gérer pour lui. On aurait pu se dire, bon ben voilà, on va se reposer un mois, on attend et tu reviendras meilleur. Mais c'est la pire chose à faire parce que le repos, le corps ne comprend pas ça comme... en fait, le corps ne peut pas revenir meilleur s'il y a du repos. Ouais. Il faut qu'il y ait des stimulus quotidiens, tu vois, pour que derrière, il y ait des adaptations. Ouais. Donc, ce qu'on a fait, la jambe lésée, on ne l'a pas touchée. Il a une blessure à la cheville, ou alors on bossait autour de la cheville en termes de mobilité, mais on s'est focus sur l'autre jambe. Et juste en bossant la force de l'autre jambe, il y a un phénomène de cross-éducation, on appelle ça. Et avec la force que tu développes à gauche, tu maintiens celle qui est à droite. Donc le joueur ne perd pas ses qualités neuromusculaires à droite. Tu vois. Okay. Ça, c'est un truc qui est trop intéressant. Okay. Et du coup, il a cet aspect physique-là qui peut bosser. Comme tu l'as dit, il peut bosser au niveau du gainage, du corps, on appelle ça. Tu vois, des qualités qu'on fait rarement ou qu'on délaisse un petit peu en saison. Ouais. Derrière, tu te focuses sur ton mental, comme tu l'as dit. Sur cet aspect visualisation, revoir tes objectifs, remettre tout en place. Et aussi sur cet aspect tactique. Profites-en pour regarder des analyses, profites-en pour analyser des matchs, des postes précis, des mecs qui ont le même profil que toi, pour apprendre des choses que tu n'aurais pas fait si tu n'étais pas blessé. Et derrière, quand tu reviens, ta réathlétisation, elle va se faire rapidement, parce que tu n'auras quasiment rien perdu, et tu retrouves le terrain, tu as développé des choses que tu n'avais pas développées en amont. Donc ça, c'est trop important. Ouais. Et pour revenir sur la visualisation, est-ce que tu l'as vu, l'étude il y a une étude au basket. Ouais. Je la trouve incroyable, celle-là. Ouais. Elle est géniale. Tu as 3 groupes. Ouais. Tu as un groupe qui fait uniquement des lancers francs. Pendant, je crois, c'est 3 semaines le protocole. Uniquement ça, des lancers francs. Ensuite, tu as un groupe qui, eux, je crois, ils s'entraînent pas, non ? Il y a un truc où ils jouent. Juste ils jouent, il y en a un où ils visualisent. Que de la visualisation. Ouais. Vraiment que de la visualisation. Et on se rend compte que le groupe où les mecs bossent sur des lancers francs pendant 3 semaines, ils ont progressé d'une 9% à peu près, 8-9%. Ouais. Le groupe qui est en visualisation, c'est quasiment pareil. Ouais. C'est quasiment similaire. Le taux de réussite, il est quasiment similaire. Donc, on se rend compte que, en fait, si tu multiplies visualisation et entraînement, derrière, tes performances, elles sont décuplées parce que ton cerveau, il progresse des deux côtés. C'est exactement ça. C'est incroyable. C'est exactement ça. Finalement, la visualisation, c'est un outil qui, quand on le comprend, on se dit « Ah oui, c'est logique ». C'est que, en fait, faut savoir que quand on visualise quelque chose, on active les mêmes circuits neurologiques dans notre cerveau que quand on le fait réellement. C'est tout bête, mais moi, je donne ça comme exemple aux joueurs que j'accompagne. C'est quand tu fais ta visualisation, c'est comme si en voiture, tu passes sur un chemin plein de fois. Admettons que tu visualises, par exemple, un geste technique précis. À chaque fois que tu vas le visualiser, tu repasses sur ce chemin. Et puis finalement, à force de visualiser, tu vas te rendre compte que ce chemin, il est clair et net. C'est-à-dire que c'est comme si la voiture allait passer dessus 100 fois et puis finalement, le chemin, il est parfait. C'est la même chose. C'est qu'à chaque fois qu'on va visualiser quelque chose, on va juste perfectionner ce geste-là. Et le taux de réussite, il est tout autant élevé que quand tu le fais réellement, quoi. C'est trop puissant parce que tu dis que tu peux t'entraîner 2 fois plus que les autres. Sans te fatiguer. Sans te fatiguer. Tu vas à la salle. Ok, tu t'es entraîné, tu es fatigué, tu sors ta séance, tu as bossé un geste technique, etc. Donc tu as de la fatigue, tu peux pas t'entraîner toute la journée. Tu rentres à la maison, tu te réimagines avec les mêmes sensations, les mêmes odeurs, tu te regardes exactement le même geste. Et d'ailleurs, tu te rends compte que tu progresses en plus. Donc, tu t'es entraîné 2 fois aujourd'hui, pas 1 fois. Exactement. C'est vraiment trop puissant. Et ça, c'est un truc qu'on ne nous apprend pas forcément. D'où l'importance de se faire accompagner par les bonnes personnes et par des experts de ces domaines-là. Exactement. Pour ne plus perdre de temps et juste écouter des choses qu'on voit sur
sur Instagram, sur TikTok, parce que ça, je l'ai beaucoup. Hein. Oui, mais moi, j'ai vu ça sur TikTok, etc. Ouais. Je vois des aberrations parfois aussi dans le milieu, je te jure. Je me dis, oh là là, l'information, elle est... Il y a de tout et n'importe quoi, Il y a finalement. de tout et n'importe quoi, ouais, c'est clair. Il faut arriver à bien trier avec des personnes de confiance et des personnes aussi compétentes. Exactement. Parce que sinon, tu peux rapidement tomber dans des choses qui ne sont pas du tout intéressantes. C'est clair. On peut tomber, c'est un petit peu comme on disait tout à l'heure, dans cette comparaison de lui, il fait ça, moi, je le fais pas. Bah ouais, il faut que je le fasse pour pas perdre, tu vois, pas qu'on prenne trop d'avance sur moi. C'est ça. Et là, ce truc, parfois, ouais, j'ai peur qu'il y ait trop d'écart après. Ouais. Bon, on me le dit souvent, ça. J'ai peur que ma chance, elle passe, de rater le train, tu vois. Du coup, les mecs, dès qu'il y a une opportunité, bam, 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 bam. Ils sautent dessus. Ils partent dans tous les sens, ils sautent dessus, alors que c'est pas forcément intéressant pour eux. Il y avait tellement d'autres choses à voir avant. Et ça aurait pu permettre justement de réussir par la suite, tu vois. C'est clair, carrément. Trop bien. Bah, selon toi, si tu avais 3 conseils à donner à un jeune joueur, tu vois, qui connaît rien en prépa mentale dès maintenant, ouais. Qu'est-ce que toi, tu lui dirais de faire là ? Si j'avais 3 conseils à donner à un jeune joueur qui connaît rien en prépa mentale, qu'est-ce que je lui dirais de faire déjà dans un premier temps ? C'est à chaque fois qu'il finit. Alors on va aller directement à la première étape plutôt avant de brûler les étapes. Dans un premier temps, ce serait de préparer ses entraînements et préparer ses matchs. Comme je disais tout à l'heure, notre cerveau il déteste le flou. Si tu veux être performant en entraînement ou en match, tu dois savoir exactement ce que tu veux faire. Quelle est ton intention aujourd'hui ? Ok, demain j'ai entraînement, je sais que ça va être séance veille de match par exemple. Je veux mettre mon focus sur ma technique. Je veux mettre mon focus sur mes passes en profondeur par exemple. Préparez vraiment vos séances, vos matchs pour qu'une fois arrivé sur le lieu, votre cerveau se dise ok, je sais exactement ce que je vais faire et on n'a pas cette alarme qui s'allume dans le cerveau de panique, on va dire. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est à chaque fin d'entraînement et à chaque fin de match, pouvoir être capable plutôt de rentrer à la maison, de laisser un petit peu de temps s'écouler, comme tu disais tout à l'heure. Prends une feuille, un stylo, note les 3, 4, 5 bonnes choses que tu as faites aujourd'hui. Juste pour prendre du recul, juste pour laisser la partie émotionnelle passer. En fait, notre cerveau, on a la partie rationnelle, on a la partie émotionnelle. Quand on est fatigué, on est toujours sur la partie émotionnelle. Calme-toi, rentre à la maison, prends ta douche et puis ensuite réfléchis. Quels sont mes axes d'amélioration et qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui ? C'est une manière de construire sa confiance. Comme je disais également, notre première base à tous, c'est notre confiance en nous. Fais en sorte d'augmenter ta jauge à 200%. Quoi. Pour ça, il faut prendre conscience de ces petites victoires, je dirais. Et chaque petite victoire, c'est bête, hein, mais aujourd'hui, j'ai réussi à rester concentré tout l'entraînement. C'est une victoire. C'est ça. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, le papier et le stylo, c'est tellement sous-coté. Ouais. Le fait de juste écrire tes émotions, écrire comment ça se passe. C'est énorme. Et tu vois, un truc que tu peux faire même en début de saison ou à la mi-saison, etc., tu te poses, ok, quels sont mes objectifs ? Qu'est-ce que je veux atteindre à la mi-saison ? Qu'est-ce que je veux atteindre l'année prochaine ? Qu'est-ce que j'ai déjà atteint ? Parce que tu as plein de joueurs, ils veulent jouer plus haut, mais ils sont dans le flou tout le temps. Ils savent pas comment, ils savent pas où ils en sont, ils savent pas... Note aussi tes qualités. Aujourd'hui, je sais que je suis performant sur ça. Ça, c'est mes axes d'amélioration à prioriser. Ok. Et dès que tu as juste les deux face à toi, tu te rends compte que, ah ouais, ok, au niveau physique, je manque cruellement d'explosivité sur mes premiers mètres. Je me rends compte, je progresse pas là-dessus. J'ai beaucoup de pression avant d'entrer sur le terrain. Ouais. Ma collation d'après-match, je sais que c'est un peu une catastrophe, etc. Du coup, j'ai un coup de barre après. Ouais. Il y a plein de trucs que tu peux prendre en compte. Tu notes sur papier et après... le levier, il est trop puissant parce que tu vas te focus uniquement sur les choses dont tu as besoin et dont tu as une marge de progression qui est énorme. C'est ça. Tu vois, c'est trop important. Ouais, c'est exactement ça. Il faut être capable de se fixer des points de progression, mais des points de concentration, je dirais. Notre cerveau, il a besoin de savoir exactement... on a besoin de savoir où est-ce qu'on va. Donc, voilà, la mi-saison, tu l'as très bien dit, tu prends un papier, un stylo, tu écris les choses que tu as bien faites, écris là où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour arriver là-bas, et puis faut que ce soit clair, tout simplement. Faut que ce soit clair. Et pour finir, pour un troisième conseil que je peux donner sur un terrain, c'est facile à dire, évidemment, il y a des choses à mettre en place pour le faire, mais c'est être capable de se concentrer uniquement sur les choses qu'on contrôle. Voilà. L'arbitrage, les parents, les supporters, les adversaires, les coéquipiers. Toutes ces choses-là sont des choses qui font partie de 100% des matchs. Tous les week-ends, on les affronte, mais pourtant, on ne comprend pas qu'on a beau râler, on a beau s'énerver après une décision arbitrale, ça ne changera jamais. Clairement. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. Sur ce que tu contrôles. Ça, en plus, je pense que tu l'as aussi lors de mes appels avec des parents ou des jeunes joueurs. Ça, je l'ai tout le temps. Ils me disent, voilà, quand le coach crie, il se fige, il arrête. Ouais. Quand il y a des coéquipiers qui font des remarques, etc., c'est compliqué pour eux à le gérer. Et en fait, tu te dis, si ce travail-là, tu le fais directement sur toi, tu te concentres uniquement sur ce que tu peux contrôler. Donc, contrôler, c'est ta performance, ton hygiène de vie, ton mental. Ouais. Tu te concentres que sur ça.
ben, naturellement, tu vas réellement progresser. Et du coup, en progressant comme ça, ben, l'entourage qui est autour devient différent. Et ton approche avec eux, tu vois, ta relation avec l'entourage, tout ça, ben, même toi, comme tu vas prendre en confiance, tu sens que tu progresses, ben, tu as plus de pression de l'entourage Mais comme c'est tu ça, pouvais avoir exactement. avant. Ouais. Et puis surtout, pourquoi les choses qu'on ne contrôle pas, où on n'a aucun impact dessus, ça nous touche. Et quand tu reviens à ça, tu te dis, ouais, mais en fait, pourquoi ça me touche? Moi, j'y peux rien. Ouais, c'est ça. Donc derrière, tu te mets une barrière, tu te mets une bulle, ok. Ben, moi, je vais me concentrer que sur ça. On m'a fait telle remarque là, ça se trouve, c'est même pas la réalité. Ouais, c'est Et clair c'est pas parce qu'on me dit, par exemple, t'es un joueur pas technique, que que tu l'es pas. ben, je dois m'assimiler à un joueur pas technique. C'est pas vrai. Ouais. C'est ça aussi. Il faut arriver à faire le distinguo entre ce que les gens nous disent et ce que nous, on est. En fait, Ouais, simplement. Comment on se exactement. voit, en fait. Et c'est ça qui est compliqué. C'est très dur. C'est réussir à justement prendre en compte uniquement nos remarques à nous et se dissocier complètement de ce qu'on nous dit. Parce qu'il y a Ouais. telle ou telle personne qui va te dire, voilà, toi t'es un joueur pas technique, toi t'es comme ci, comme ça. Mais chacun a son avis, chacun est différent. Et puis finalement, la seule personne qui peut te critiquer et t'évaluer, c'est toi en fait. Et surtout finalement. de manière cohérente, parce Ouais. que c'est toi qui te connais le mieux. Bah oui, bien sûr. Et ce truc-là, tu vois, je rebondis sur ça parce que je l'ai vécu. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé dans un club de campagne, mais vraiment un tout petit club. Ouais. Un tout petit club. Donc du coup, c'était vraiment du foot loisir. Alors que moi, j'étais vraiment le seul, entre guillemets, ou entre autres, à vraiment vouloir jouer plus haut. Ouais. Donc on joue en loisir, etc. Mais ta progression, elle est limitée. Tu joues dans les plus basses divisions district au début. Ouais. C'est très compliqué. Arrive à 15 ans, je me dis non, c'est bon là. 15 ans, c'est super tard, c'est trop. Je vais absolument jouer dans le plus gros club de ma région. Ok. J'ai envie. Je fais une détection et moi, toute ma jeunesse, je faisais partie entre guillemets des meilleurs de mon équipe, tu sais. J'étais capitaine, j'étais en avance, mais c'était dans un club de district. Encore Ouais. une fois. Donc Ouais. j'arrive dans un club de régional, le plus gros du coin, et dès la première détection, on me dit oui, ça va être compliqué. T'es pas technique. En fait. Techniquement, t'as trop de lacunes. Ok. Et du coup, dans ta tête, quand tu as 15 ans, que tu n'es pas accompagné, que personne n'est là derrière toi pour te soutenir et te dire quoi faire, bah, tu dis, ah ouais, je suis pas technique, donc du coup, je vais limiter les touches de balle, tu vois. Et je vais Ouais. éviter de prendre le ballon, je vais éviter de prendre des risques parce que je suis pas technique. Ouais. Alors que c'est un truc, dès cette première année-là, j'ai été un peu figé. Mais derrière, quand j'ai compris que non, moi, je me suis entraîné toute ma jeunesse comme un fou, j'ai bossé sur ça également. Et en fait, j'ai réussi à changer l'identité que j'avais de moi-même. Au début, je me voyais comme un gars pas technique. Ouais. Et après, je me suis dit, bah non, regardez, je m'entraîne comme un fou. Derrière, je suis performant. C'est bon, c'était fini. Et après, j'étais plus vu comme ce mec-là, tu vois. Bah, c'est C'est ça. le gars normal avec qui ça se passait bien. Et si t'es pas accompagné, si t'as pas les outils, bah, tu le sais pas et tu plonges. Et tu sais que t'es pas technique, tu touches plus le ballon. Exact. Et tu peux pas jouer. Ouais, exactement. Et puis finalement, la critique, c'est quelque chose qui est énorme. Ton coach, il t'a dit, t'es pas technique, mais tu te rends compte qu'il te donne un axe de progression gratuitement. Donc, ok, bosse sur ça. Je suis pas technique, mais je vais bosser sur ça. C'est ça. Faut pas le voir comme quelque chose de bon, bah, je suis pas technique et c'est fini, quoi. Il y a beaucoup de coachs qui ont du mal aussi à donner les axes, comme tu dis, d'amélioration aux joueurs. Ouais. Ils arrivent à sortir des critiques dans le match, fais ci, fais ça, tu sais, t'as des coachs PlayStation, je les appelle. Ouais, Fais ci, ouais. fais ça, droite, gauche. Mais en fait, quand tu demandes aux joueurs, quand je les en appelle, je leur dis, ok, qu'est-ce qu'il attend de toi réellement? Mais le petit, il est incapable de te sortir quoi que ce soit. Ouais. Parce qu'en fait, il le sait pas. Et quand il le demande, le coach, il dit, ouais, t'as juste pas le profil, ou dans le système de jeu qu'on joue, c'est pas ton point fort, machin, il y a un joueur meilleur à ta place. Le petit, il sait même pas. En fait, le souci à l'heure actuelle, surtout dans le système français dans le foot, c'est qu'on privilégie la performance, la réussite, tu vois, les victoires. Ouais. Les coachs, ils veulent ce prestige-là d'avoir des victoires, mais derrière, ils forment aucun jeune. C'est ça. Et c'est un gros souci parce que du coup, on s'occupe pas d'eux, ils se développent pas, les petits, et derrière, arrivent en senior, déjà, ils savent pas faire grand-chose. Techniquement, c'est compliqué, ils savent pas faire une passe, ils ont pas forcément cette intelligence de jeu-là. Alors oui, ils ont gagné des matchs avant. Le collectif a gagné des matchs. Mais derrière, le petit, il n'est pas développé. Et au final, à 18 ans, il arrête peut-être le foot parce qu'il est dégoûté, il ne peut pas jouer plus haut. Tu vois. Exactement. C'est qu'un coach, finalement, il est dans un club pour la performance, pour aller chercher la victoire, pour aller chercher le haut de tableau, tout simplement. Ouais, c'est ça. Mais il n'est pas là pour individuellement accompagner chaque joueur. D'où l'importance, justement, d'être accompagné sur chaque domaine, chaque pilier important du football, mais individuellement. Voilà. Le coach, il est là pour son équipe et pour la performance. Toi, tu veux progresser, accompagne-toi d'une équipe justement qui va te permettre de progresser, quoi. Clairement. Puis il faut pas avoir ça encore une fois comme tu vois de la concurrence envers le coach. Nous ce qu'on fait, nous ce qu'on met en place envers. Tu vois, moi aujourd'hui j'ai une académie pour footballeurs. Comme tu le sais, tu as été dedans, donc tu sais comment ça se passe. Il y a un prépa physique, mental, nutritionniste, etc. Et tu vois, il y a certains coachs qui voient ça d'un œil. C'est mon job. Pourquoi ils font ça? Ouais. Mais non, c'est pas ton job. Toi, ton job c'est d'éduquer le petit. T'es éducateur avant tout, donc tu l'entraîne sur l'aspect terrain, sur développer des valeurs, etc., des choses importantes dans le sport.
Et nous, on l'accompagne sur tout ce que vous ne pouvez pas faire en club. Ouais. Parce que tu as 20 joueurs. Donc nous, on individualise des choses que tu ne peux pas mettre en place parce que faute de volume, faute d'expertise aussi. Exact. Je veux dire, le coach, il ne peut pas avoir l'expertise que tu as en prépa mentale, que j'ai en prépa physique, qu'un tel a en nutrition, tu vois. C'est Il ça. ne peut pas avoir ce truc-là. Ouais, c'est ça. Donc, Et puis, pas avoir de concurrence. ouais, carrément. Et puis, il y a des coachs, finalement, qui vont même être contents qu'il y ait des personnes qui soient là pour intervenir sur l'aspect physique de son joueur. Il va se dire, moi, je peux pas le faire, je suis content que d'autres personnes le fassent. Mais on va revenir aux parents. Pour les parents, il y en a peut-être qui sont réticents. Est-ce qu'ils vont bien faire leur boulot? Est-ce qu'ils vont bien accompagner mon enfant? Ouais, c'est vrai ça. Mais c'est tellement soulageant. Finalement, tu te dis, punaise, pour un parent, tu t'enlèves la pression de vouloir lui donner ses conseils, vouloir lui dire telle ou telle chose, parce qu'on a toujours dans la tête ce truc de on va peut-être se prendre la tête, puis finalement, on rentre à la maison, la tension, elle est chaude, je dirais. Mieux vaut que on se met en retrait, tu as ton travail de parent, on parlait des coachs, mais chacun a son rôle, tout simplement. Et nous, on a également notre rôle. Moi, sur l'aspect mental, j'ai mon rôle, après un entraînement ou un match, de demander aux joueurs, mais comment tu te sens ? Quelles sont les choses que tu as bien faites aujourd'hui et de venir travailler justement sur ma partie à moi, quoi. Chacun a sa partie et ça, il faut en prendre conscience. Carrément. Puis tu as beaucoup de parents, tu vois, qui prennent cette charge mentale de devoir tout gérer pour leur enfant. Ouais. L'enfant, il rentre à la maison, il est frustré, tête baissée, il va dans sa chambre. Et du coup, ils le prennent pour eux, ils se disent, OK, qu'est-ce que je peux faire ? Ils tentent des choses, ils s'épuisent. Au final, c'est contre-productif. L'enfant, il n'est pas réceptif du tout. Il n'a pas envie d'échanger sur ça. Ouais. Et derrière, ça crée une frustration à la maison, une ambiance pesante. Ça, j'en ai beaucoup des retours de parents comme ça. Ouais. Alors que, comme tu l'as très bien dit, le fait de déléguer cette partie-là à des experts compétents qui connaissent parfaitement la situation de leur enfant, eux, ça les soulage, ils se concentrent uniquement sur la partie parents, voilà, juste parents, soutien, être là pour eux, voilà, leur donner confiance. Et nous, on gère tout cet aspect technique, en fait, sur ces différents piliers. C'est technique, ça. on est là pour le petit, on le comprend, on sait ce qui se passe, on a l'expertise pour le gérer. Et le meilleur des deux mondes fait que le joueur est épanoui, performant et surtout heureux d'aller sur le terrain. Il retrouve exactement. ce plaisir, quoi. C'est les retours qu'on a d'ailleurs. Hein. Les parents, ils sont vraiment contents de dire punaise, mais ça y est, j'ai mon rôle de parent et je me sens finalement mieux. Alors qu'à la base, le parent, il était réticent. Soulagé, quoi. Ouais, à la base, il se méfiait un petit peu. Puis finalement, c'est ça apporte un énorme soulagement, quoi. Grave. Voilà. Écoute, on a fait le tour des questions. J'en ai une petite dernière pour toi, pour qu'on puisse terminer sur ça. Un joueur qui, pour l'instant, n'a pas de cadre. Il est seul à l'heure actuelle. Ouais. J'aimerais avoir ton point de vue. J'ai donné le mien aussi également. Qu'est-ce que tu lui conseillerais, première étape, là, maintenant ? Il a envie de se faire accompagner, tu vois, par exemple. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de suite, là, par exemple ? La première chose que je lui conseillerais, c'est de se poser tranquillement dans sa chambre, dans un endroit calme. Toujours de prendre cette fameuse feuille et son stylo et d'écrire ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux ? Donc, qu'est-ce que tu veux ? Et ensuite d'écrire quelles sont les choses que tu dois améliorer pour atteindre cet objectif. Ok, je veux être pro. Bon, faut aller étape par étape. Exactement. Je joue actuellement en R1. L'année prochaine, j'aimerais jouer en N3. Écris-le. Par contre, qu'est-ce qui me manque pour aller jouer en N3 ? Je pense qu'il faudrait que je gagne en rapidité. Je pense que je gère vraiment très mal mes émotions. Écris vraiment ce que tu veux et comment tu te sens. Et puis ensuite, fais un point. Finalement, je me rends compte que sur l'aspect physique, il faut vraiment que je bosse. Sur l'aspect mental, il faut vraiment que je bosse. Et là, essaye d'entourer des bonnes personnes. Voilà. Non, on en revient toujours au même. Le papier et le stylo, c'est trop sous-coté. C'est un outil ultra important et qui est super simple, en fait. La base de tout, mais que ce soit sur l'aspect mental ou physique, c'est juste déjà de faire un point, de faire un bilan. Où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Nous, on utilise des tests en préparation physique. Je ne sais pas si en préparation mentale, c'est pareil. Ouais. Mais à partir de ces tests-là, on fait un point. On sait où tu en es par rapport au standard du niveau auquel tu joues ou à celui que tu souhaites jouer. Ok, aujourd'hui, tu as un déficit de force. Aujourd'hui, tu as un déficit de vitesse. Ok, très bien. C'est noté, c'est factuel. Maintenant, qu'est-ce qu'on met en place ? Est-ce que toi, tu as les outils, tu sais comment faire ? Ouais. Auquel cas, c'est super, tente. Tu vois, moi, ce que je leur dis aux joueurs au tout début, ils veulent tous se faire accompagner. Ils ont 10 ans déjà. Ouais. Mais non, là, je parle aux parents, mais quand l'enfant il a 10 ans, déjà, on ne sait même pas s'il veut faire du foot. On ne sait pas s'il aime réellement ça. Donc, moi, ce que je conseille, c'est que de 0 à 12 ans déjà, le laisser aller, le laisser faire. Juste, il voit comment ça se passe, il voit s'il aime réellement ce sport, il teste d'autres sports, du coup, il développe de nouveaux schémas moteurs, de nouvelles qualités physiques. Et derrière, s'il a 12 ans, il dit, voilà, papa, moi, aujourd'hui, papa, maman, j'adore le foot, et j'ai envie de jouer le plus haut possible. Mais derrière, on voit ce qu'on peut faire, et on est là pour lui. Mais avant, c'est compliqué. Donc, toujours faire ce premier bilan, voir où il en est, comment ça se passe, et ensuite, automatiquement, tu peux faire un plan d'action. Je dois progresser sur ça. Et derrière, tu te poses la question, est-ce que de moi-même, j'ai les bons outils ? Généralement, c'est compliqué. Ouais. Derrière, pourquoi pas prendre un rendez-vous avec un professionnel comme toi
comme moi, juste échanger déjà, sans pour autant démarrer de suite, juste échanger, connaître la situation, et derrière, tu auras un plan d'action, tu comprendras qu'est-ce qu'il faut mettre en place, et tu seras même à choisir si c'est pas encore le bon moment, ou si c'est maintenant que tu veux démarrer ta transformation en fait. Exactement. T'as tout dit. C'est ça ? C'est très clair. Mais trop bien, trop bien. Bah écoute, est-ce que tu as le mot de la fin ? Quelque chose que tu voudrais dire ? Là, on a fait le tour des questions. C'était super intéressant, franchement. Ouais, franchement, c'était... J'ai bien aimé ce format. Hein. Ouais. Très, très cool. Franchement, c'est vraiment top. Bah, si j'ai quelque chose à dire finalement pour ce petit mot de fin, c'est que bon, déjà, j'ai vraiment apprécié ce petit échange qui est vraiment cool. Et c'est également... si vous voulez faire justement de votre sport, votre métier, du football, votre métier, faites en sorte de prendre conscience des axes de progression, mais surtout, vous en tant que parent, ayez confiance ou essayez de faire confiance à des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là, tout simplement pour vous, pour se sentir mieux, et puis pour votre enfant qui va également se sentir mieux et pouvoir progresser de la meilleure des manières possibles. Voilà. C'est très clair. Merci à tous d'avoir écouté ce tout premier podcast qui n'a pas encore de nom d'ailleurs. Donc je vais sûrement faire une story sur Instagram ou alors un petit sondage sur YouTube. Au moins vous me direz ce que vous en pensez. C'est un format que j'ai vraiment apprécié. Donc au plaisir de te retrouver dessus. Merci à toi d'avoir participé pour cette première édition. Je vous dis à très bientôt. De belles choses vont arriver. On va mettre en place justement le développement de la chaîne YouTube. On va développer ce truc-là parce que je trouve le format long, c'est trop intéressant. Pour donner encore plus de qualité qu'un format court sur Insta. C'est clair. Donc, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode du podcast. C'était Hugo. À très vite.